Merci, cher ami. Notre secrétaire général, Bruno, vient de dire qu'il y avait un rajeunissement parmi les cadres du Parti de la France. Je le prie de bien vouloir m'excuser parce que moi, je ne contribue pas à rajeunir. Je fais malheureusement monter la mauvaise moyenne. Bien, ceci étant dit, il faut tout pour faire un monde. Il faut de la jeunesse, bien entendu, parce que c'est la sève qui monte, c'est le futur. Mais il faut aussi des petits anciens, là, pour donner quelques conseils parfois. Alors, je vais vous entretenir le plus brièvement possible de politique étrangère. Je vais donc esquisser, chers amis, en matière diplomatique, un certain nombre d'axes, et je parle sous le contrôle de notre ami Scipion de Salm, qui pond régulièrement dans Rivarol d'excellentes pages. Et en politique étrangère, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a deux. Il y a la solution idéaliste, faite de bons sentiments, droit de l'homiste, de la guimauve, ou alors il y a ce qu'on appelle la réelle politique. On va prendre par exemple un exemple historique, Richelieu, cardinal catholique, n'est-ce pas eh bien, on se rappelle du siège de La Rochelle, on se rappelle surtout de son alliance avec les princes d'Allemagne qui n'étaient pas de sa boutique. Alors, la réelle politique, nous savons tous que les nations n'ont pas d'amis, mais qu'elles n'ont que des intérêts. Alors, si les deux coïncident, bien entendu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Je vais vous prendre un exemple qui va illustrer cette version d'égoïsme politique en matière internationale. Tout d'abord, pour la France, il faudrait qu'elle recouvre son indépendance nationale, cette indépendance qu'elle a accordée à ses anciennes colonies, dont malheureusement nous devenons à notre tour la colonie par le laxisme criminel de ses dirigeants. Il faudrait que notre pays s'affranchisse du double carcan de l'Union européenne et de l'OTAN, sans pour autant, évidemment, condamner et renoncer à la belle idée de coopération européenne, ni à l'esprit initial de l'Alliance atlantique, un pour tous, tous pour un, pour peu que les vraies menaces soient bien identifiées et que l'hégémonie américaine s'estompe. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un vœu pieux pour le moment. Nos intérêts. Alors, je parlais à l'instant de ces intérêts. Prenons un exemple concret à l'étranger pour illustrer mon propos. Comment nous devrions réagir et raisonner? L'Europe, au lieu de boycotter le gaz et le pétrole russe pour enrichir l'Inde et la Chine, qui les revendent majorés, ou encore le gaz de schiste qui fait le bonheur des capitalistes américains, mais qui fait le malheur d'une nature profanée, n'est-ce pas, Eric? Eh bien, nous aurions dû continuer à nous approvisionner aux sources les plus économiques, en dépit de la guerre russo-ukrainienne. Nous y viendrons. Alors non, au contraire, l'Union européenne, elle fait les yeux doux à l'Azerbaïdjan, en passe de devenir un satellite du néo-sultan Erdogan. Et là, nous avons un exemple flagrant d'égoïsme national sous nos yeux, de mise en avant de ses intérêts vitaux par un pays. Je veux parler de l'État d'Israël, lequel n'hésite pas à commercer allègrement avec ce pays musulman et à le soutenir militairement en dépit de sa guerre d'agression contre l'Arménie chrétienne, pays qui est aussi, l'Arménie, comme l'État hébreu, un îlot encerclé par des pays qui ne lui veulent pas que du bien. Alors pourquoi? L'Azerbaïdjan, figurez-vous, est un pays musulman. Et les Hébreux contemporains de Jérusalem, n'est-ce pas, cherchent depuis longtemps à briser le cercle de haine qui les entoure et à nouer des relations diplomatiques et commerciales avec le monde arabo-musulman. Sans oublier alors que l'Arménie, par son histoire, est aussi un dangereux concurrent mémoriel. Je ne vous fais pas un dessin sur le sujet. Ainsi, les Israéliens font d'une pierre deux coups et ils s'arrangent avec leur conscience. Eh bien écoutez, j'ai du mal à les condamner et j'aimerais que la France ait la même attitude dans certaines circonstances pour défendre prioritairement ses intérêts. Alors nous, Européens, ne devrions-nous pas avoir effectivement une attitude semblable à l'occasion, par exemple, du conflit russo-ukrainien pour préserver, encore une fois, nos intérêts vitaux, quitte à nous asseoir, hélas, sur une certaine morale, d'autant que nous avons poussé les Russes dans les bras des Chinois, comme jadis les Anglo-Saxons ont poussé Mussolini dans ceux d'Hitler. Cette opération spéciale, comme le dit Moscou, en fait,
c'est une sorte de guerre de sécession dans laquelle un puissant voisin intervient pour soutenir des minorités brimées, dégénère objectivement dangereusement. Devons-nous armer l'Ukraine face à son envahisseur? C'est, d'une certaine façon, avouons-le, ajouter la guerre à la guerre et devenir, de fait, co-belligérant. Mais aussi, est-ce qu'on peut rester insensible devant les souffrances des populations civiles qui se prennent des bombes sur la gueule? Alors, oui, nous pouvons peut-être leur donner les moyens d'une défense antiaérienne efficace pour protéger leurs cités, protéger leurs cibles civiles, sans livrer pour autant des armes offensives, notamment des chars de combat ou des avions de combat, qui sont alors là vraiment, qui seraient la marque d'un engagement définitif dans le camp ukrainien contre le camp russe. Alors, ce conflit, objectivement, entre Blancs, qui plus est, entre frères slaves de religion orthodoxe, nous tord les boyaux, faut bien l'avouer. C'est un scandale. Il n'aurait jamais dû avoir lieu, d'autant que, rappelez-vous, les accords de Minsk 1 et 2 qui avaient été négociés en Biélorussie prévoyaient la neutralité politique et militaire de l'Ukraine et la consultation démocratique des populations du Donbass et de la Crimée pour savoir ce qu'elles voulaient, notamment les russophones. Est-ce qu'ils voulaient être ukrainiens? Est-ce qu'ils voulaient être autonomes au sein de l'Ukraine? Ou est-ce qu'ils voulaient être attachés à la Russie? Ça, on n'en sait rien. Parce que les accords de Minsk sont passés à la trappe, comme l'a avoué Madame Merkel, l'ancienne chancelière d'Allemagne, que je cite de mémoire. Ces accords ont été négociés pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps. Alors, est-ce que Poutine est tombé dans un piège tendu par les Occidentaux pour l'affaiblir? L'un des paradoxes de son action, et pas des moindres, c'est d'avoir fait émerger, ben oui, en face de lui, une certaine conscience nationale ukrainienne. Alors, pouvait-il faire autrement, le camarade président de la Fédération Russie? On peut se poser la question. L'histoire, avec un grand H, jugera. Toujours est-il qu'une France indépendante, pour revenir à nous, n'aurait pas dû quitter sa position, à mon sens, privilégiée sur le marché russe, situation toujours difficile à reconquérir, comme vous le savez, lorsque des entreprises abandonnent un pays et tirent un trait sur leurs investissements. Alors apparemment, il semblerait qu'aux dernières nouvelles, le roi Merlin cherche à vendre ses actifs et que Renault, évidemment, a piteusement capitulé sous les injonctions de l'État français, qui est l'un de ses actionnaires, et qui a joué à se tirer une balle dans le pied. Alors, disons-le et redisons-le, la France était le premier employeur étranger sur le marché russe. Je crains que lorsque le conflit sera terminé, cette position privilégiée soit effacée. Je vais vous parler de l'Allemagne. Les Allemands n'ont pas toujours cette même pudeur lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts. Prenons un autre exemple. Vous savez que les oligarques bruxellois ont fait adopter par le Parlement européen le passage au tout électrique en matière de l'automobile à l'horizon de 2035. Eh bien, le gouvernement de Berlin, sous l'amicale pression de ses industriels automobiles, vous connaissez tous Mercedes, BMW et Volkswagen, eh bien, ils viennent de faire un bras d'honneur, littéralement, à la Commission, où pourtant l'une des leurs, Madame Ursula von der machin-chose, là, est à sa tête en affirmant refuser de passer au tout électrique sans que d'autres pistes n'aient été trouvées d'ici 2035, comme les biocarburants, les carburants de synthèse, voire la voiture à hydrogène. Et le ministre fédéral allemand des Transports n'avait pas hésité à exprimer son désaccord devant la Commission européenne en expliquant que cette dernière, je cite, devait présenter une proposition sur la manière dont les carburants synthétiques pourraient être utilisés dans les moteurs à combustion après 2035. Notre voisin, et pas forcément notre ami de l'autre côté du Rhin, a été rejoint par un concert de protestataires où l'on trouve pêle-mêle l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, des pays qui n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts. Et que croyez-vous que le gouvernement français du seigneur Macron ait fait? Rien. Et pourtant, si l'on en croit Luc Châtel, ancien ministre et président d'un lobby qui s'appelle Plateforme Automobile, notre pays perdrait dans l'hypothèse de la voiture tout électrique 100 000 emplois. 100 000 emplois, excusez du peu. Alors, n'en déplaise aux écolos, pardon Eric, et autres verdâtres, le moteur thermique n'est pas encore éthéré et l'illusoire panacée du tout électrique attendra certainement un peu. Alors j'évoquais donc l'Allemagne, ce géant économique paralysé politiquement par son passé sulfureux et par sa démographie vacillante. Est-ce qu'elle est une amie qui nous veut du bien? Écoutez, moi j'en suis pas certain. Je parlais tout à l'heure d'indépendance.
Nous sommes ficelés dans des face-à-face mortifères, que ce soit avec l'Algérie, les États-Unis ou l'Allemagne, ou encore l'Union européenne. Alors, certes, on ne peut que se féliciter rétroactivement, j'étais jeune, que Charles de Gaulle et le chancelier Adenauer aient signé en 1963 un traité d'amitié et de coopération enterrant définitivement, espérons-le, un siècle de querelles et de guerres fratricides entre les Gaulois et les Germains. Mais 60 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est exactement? La guerre russo-ukrainienne dont nous venons de parler est un révélateur de ce qui nous oppose à nos voisins germains. Le modèle énergétique de la République fédérale est un échec total. Sous l'influence maléfique des Verts, c'est dit Grünen, aussi néfaste de part et d'autre du Rhin, eh bien écoutez, l'Allemagne a renoncé au nucléaire, l'énergie permanente qui est la plus décarbonée qui soit, et pour pallier partiellement à la rupture d'approvisionnement en gaz russe, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis en activité des centrales à charbon qui vont largement polluer du côté de l'Alsace, où des irresponsables, vous le savez, ont mis à mort la centrale de Fessenheim pour de basses alliances politiques. Belle manœuvre, mon général. Et tout cela, pour quoi faire? Pour sauver la planète, comme le dit un slogan débile, martelé constamment sur toutes les chaînes de télévision. Alors, les sanctions prises contre la Russie pour punir ce pays de son agression en Ukraine, dans un contexte, nous l'avons vu, déjà largement discutable pour complaire à l'allié américain, font exploser les factures d'électricité. Vous en avez sans doute été témoin, sans oublier l'alibi commode de l'installation d'éoliennes. Vous savez, ces grands échalas là, qui brassent de l'air, qui défigurent nos paysages et qui, accessoirement, tout de même, tuent parfois les oiseaux et les vaches. Sans compter que nous, alors Français, nous allons nous mettre à nouveau entre les mains de fournisseurs étrangers, que ce soit le gaz de schiste américain, déjà cité, ou les fournisseurs de terres rares pour la construction de voitures électriques si nous persistons dans cette voie. Alors, à quoi bon se priver de gaz ou de pétrole russe pour s'émanciper, si c'est pour recourir aux énergies fossiles, en provenance de qui? Du Qatar et de l'Algérie, cette dernière pouvant exercer sur nous un chantage permanent grâce à ses 5 millions d'envahisseurs. Macron l'avait annoncé en juillet dernier, il fallait se serrer la ceinture, ça me ferait du bien, cet hiver. Pour défendre quels intérêts? Ceux de la France? Certainement pas. Par contraste, il y a un autre homme d'État, celui-là, et un vrai, à l'est de l'Europe. Je vais citer Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui défend bec et ongle ses frontières en dépit de l'hostilité ouverte de l'Union européenne et qui n'impose pas à son pays le coup de boomerang en privant les Magyars du gaz et du pétrole russe. Voici un homme politique qui a le sens de l'intérêt national, sans omettre qu'il conduit aussi une énergique politique familiale dont devraient s'inspirer nos dirigeants en quête de ressources financières pour les retraites. Alors j'évoquais plus haut nos rapports avec la RFA, tant qu'il est vrai que c'est un partenaire essentiel, bien sûr, mais pas le seul partenaire de la France. Ces fameux dirigeants français parlent de l'Allemagne et de la France comme d'un fameux couple franco-allemand. En fait, ce couple franco-allemand, de ce côté-ci du Rhin, n'existe que dans leur esprit. Nos dirigeants français se sont enfermés dans un dialogue de sourds, notamment en matière d'armement. Alors, vouloir à tout prix, par exemple, construire un char en commun avec les Allemands ou un avion du futur, le projet SCAF, alors que les objectifs militaires ne sont pas forcément les mêmes, c'est une gageure. D'ailleurs, rappelez-vous, n'avons-nous pas construit tout seul le char Leclerc et nous n'avons pas acheté de char Léopard, tandis que l'Allemagne, de son côté, s'est équipée de Tornado, faisant l'impasse sur les Mirages ou les Rafales. Alors, on parle de coopération, une coopération comme ça, moi j'appelle ça une mauvaise entente. L'époque était-elle mûre pour un changement de paradigme sur ce sujet? N'oublions pas, facteur important, que nous avons, nous, l'arme nucléaire. Alors pour une fois, rendons grâce au général de Gaulle, et que cette bombe atomique est l'assurance vie, la garantie suprême de tout État, de toute société, de tout régime. Pourquoi le Nord-Coréen Kim Jong-un tient-il tête à la communauté internationale? Pourquoi Kadhafi comme Saddam Hussein sont-ils morts? Ils n'avaient pas l'arme atomique. Pourquoi l'Iran des mollahs veut à tout prix s'équiper de l'arme nucléaire? Quoi qu'en disent ses dirigeants. Pourquoi Israël s'inquiète-t-il tant de cette menace? Si l'Allemagne pèse économiquement bien plus lourd que nous,
Elle n'a pas de siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ni cette arme nucléaire dont je fais état. Alors, s'il est sympathique de voir tous ces jumelages franco-allemands qui permettent de fraternelles rencontres, avec beaucoup de bière, n'est-ce pas, entre citoyens des deux pays, j'en ai été le témoin et l'acteur à plusieurs reprises, leurs stratégies étatiques ne sont pas forcément les mêmes. Tout cela pour vous dire, mes amis, qu'en tant que pays indépendant, osant relever la tête face à Bruxelles, pour une fois souverainement, nous devrions coopérer avec nos autres voisins, pas uniquement ce face-à-face franco-allemand. Ce qui a été négocié avec la République fédérale peut l'être avec le Royaume-Uni ou l'Espagne. Avec l'Italie, c'est fait. Et nous construisons de concert des frégates et le système anti-aérien Mamba. Alors, quant à l'association des peuples européens, je crois qu'il est temps de réformer, de révolutionner, devrais-je dire, ce machin bruxellois qu'est l'Union européenne, qui nous paralyse littéralement, ne serait-ce que dans notre politique vis-à-vis de l'invasion migratoire. Comment est-ce possible d'accepter sans frémir ces chiffres délirants des demandes d'asile qui ont augmenté de 60% durant la seule année 2022, après avoir triplé chez nous en 10 ans, passant, excusez du peu, de 36 000 demandeurs d'asile en 2010 à 121 000 en 2021. Contrairement aux différentes lois qui s'empilent année après année pour maîtriser les flux, majoritairement en provenance d'Afrique, il n'y a pas que les Ukrainiens qui viennent chez nous, nous avons enregistré 277 466 entrées légales en 2019, 100 000 de plus que 10 ans auparavant, sans compter les clandestins qui, par définition, ne peuvent pas être recensés. Alors, quant au Covid, bah oui, il a une utilité, c'est qu'il a été de faire chuter les entrées et de les ramener à 50 000, soit le niveau de 2015. Avant de repartir, ensuite, bien sûr, à la hausse. Demain, eh bien oui, mon cher Roland, demain, nous aurons 10, 100 000, 10 000 calacs en France. Alors, qu'attend Frontex, cette agence de garde-frontières européen spécialisée, paraît-il, dans la maîtrise des flux migratoires? Alors, une agence, Frontex, qui fait plus penser, je l'ai déjà dit, à une éponge Spontex, tant qu'elle absorbe plus qu'elle ne refoule, pour arraisonner tous ces bateaux d'ONG complices, financés par Soros, entre autres personnages détestables. Et ces complices ces ONG, des passeurs qui sont sur les côtes bien implantés, sur les côtes libyennes, qu'attendent alors des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne qui sont en première loge pour recevoir ces bateaux, pour mener des opérations militaires conjointes, pour détruire ces nids de pirates en Tripolitaine ou en Cyrénaïque, pour peu que nous ayons le feu vert des autorités de Tripoli et de Benghazi. Alors évidemment, on va me dire, Rolina, tu peux toujours rêver, mais là, ce serait évidemment la véritable volonté d'une Europe de la défense, dont nous rabâche les oreilles le roi Macron. Alors, je termine, chers amis. Nous pourrions encore passer des heures et des heures à dénoncer et à proposer, à espérer de nouvelles voies pour notre diplomatie, celle d'un pays rayonnant. Retrouvons par exemple son influence perdue en Afrique dite francophone, par un partenariat gagnant-gagnant. Un pays qui serait, pour paraphraser le fondateur de la Ve République qui parlait d'un État moyen-oriental, sûr de lui et dominateur, un pays qui serait écouté, influent et surtout indépendant. Je vous remercie.